On va lui en mettre un là. Deux. Ok. Donc là, ça bouge, mais ouais, il faut mieux que ce soit calé. J'ai un bon boule ici. Voilà. Ici. On peut le voir ici. Quand on rentre dans l'église, c'est vrai que l'éclairage et également la hauteur à laquelle ils sont situés font qu'on ne les voit pas aussi bien qu'on a pu les voir au musée Barrois, où là, vraiment, ils étaient exposés. On a vu la valeur et la qualité de ces ouvrages-là, si vous voulez. C'était vraiment formidable de les voir l'un à côté de l'autre, comme on les a vus là. Le collège apostolique est montré sur les piliers de l'église à environ 3 mètres de hauteur. Ici, dans le musée, l'ensemble est présenté quasiment à hauteur d'homme. Cela crée une relation tout à fait privilégiée avec l'ensemble de ces sculptures, une relation qui permet d'admirer en détail les seins, la polychromie, le détail du visage et des cheveux, ou bien simplement les attributs de tous ces personnages. On s'est rendu compte que les gens, en fin de compte, tenaient à ce que leurs apôtres reviennent rapidement, parce que, bien sûr, c'est des objets de culte, et que c'était très important pour eux de les voir revenir après leur passage au musée Barrois. L'histoire de l'exposition Ce bois dont on fait les seins a débuté en Champagne en 2016, dans le petit village de Chavanges, dans l'Aube.
Cette exposition montrait des sculptures champenoises et plus particulièrement de Champagne humide, qui a été une riche terre de production de sculptures en bois. Le bois est un matériau magnifique, mais aussi un matériau fragile. L'humidité l'attaque, ce sont des œuvres qui ont 5-6 siècles, et donc tout naturellement, c'est celles qui sont les plus menacées par le temps. Et donc, construire autour des plus belles œuvres de la Champagne humide une exposition qui mettrait en valeur toutes ces œuvres de nos églises un petit peu secrètes, un petit peu perdues, voilà quel était le point de départ. Pour cette exposition de Chavanges, le musée barrois a été sollicité pour le prêt d'œuvres et les contacts se sont vraiment très bien passés avec les organisateurs. Et très vite, l'idée a émergé de donner un second souffle à cette exposition de Chavanges pour l'accueillir au musée barrois et la présenter au musée barrois. Nous avons travaillé avec François Janvier et Bernard Prudhomme, qui sont les conservateurs des antiquités et objets d'art de la Meuse, dans un esprit tout à fait collégial, pour essayer de choisir des œuvres qui sont conservées dans les églises du Barrois pour pouvoir les juxtaposer, les confronter aux sculptures qui étaient présentées à Chavanges, donc sculptures champenoises. Pour essayer de faire des rapprochements, pour essayer de montrer des ressemblances dans le style, ou bien au contraire, essayer de déterminer s'il y a des grosses différences entre la Champagne et la Lorraine, deux régions frontalières qui sont depuis peu rassemblées administrativement, donc pourquoi ne pas réfléchir à un passé commun ? Alors cette exposition reprend les 3 thématiques qui étaient montrées dans l'exposition originale de Chavanges, à savoir une partie sur les saints, quels saints sont représentés dans nos régions, comment ils sont représentés. Deuxièmement, de voir comment l'image de Marie est rendue tout au long de sa vie. Et nous finissons avec l'image de Jésus, et plus particulièrement la Passion, puisque c'est un thème récurrent dans les représentations en histoire de l'art. Prenons plutôt appui sur Saint-Christophe, parce que c'est la statue qui a fait l'objet de la publicité de cette exposition. Toutes les statues que vous trouvez ici sont en chêne. Le chêne, il est résistant, il se sculpte assez difficilement, mais il n'est pas sujet aux maladies. Rares sont les statues de Saint-Christophe. Et pourtant, le culte perdure, puisque chaque année, des files de voitures attendent une bénédiction de la part du prêtre à la fin de l'office. Pourquoi sont-elles rares ? Eh bien, elles ont souvent été reléguées dans les combles des églises par le curé du lieu qui les jugeait trop encombrantes. Trop encombrantes et peut-être aussi teintées de paganisme. On serait tenté de comparer ce colosse à Hercule. Il a même la massue, cette massue qui lui sert à se diriger dans l'eau d'une façon à ne pas tomber dans des trous, parce qu'il est chargé, comme son nom l'indique, Christophe veut dire porteur du Christ, il est chargé d'un fardeau précieux. Alors cette œuvre est tout à fait exceptionnelle, elle provient de Montmorency-Beaufort dans l'Aube, tout à fait exceptionnelle, d'une part par sa taille, comme je viens de le dire, mais aussi par les traces de polychromie que l'on peut encore discerner. Et on voit d'ailleurs toutes les strates de polychromie sur cette sculpture, du bois brut jusque presque à la feuille d'or, donc bois brut après peinture, et puis par endroits on voit encore quelques traces de feuilles d'or. Donc là, on voit un artiste qui s'exprime pleinement et qui arrive à donner l'impression de ce poids du monde que porte Christophe sur ses épaules, puisque c'est ça que le Christ représente, c'est ce monde. Et il le montre à travers les veines que l'on voit sur les bras et sur les jambes, qui montrent à quel point les muscles sont tendus et l'effort fait par Christophe pour porter ce petit enfant qui s'avère être le Christ.
Vous avez quelque chose de savant hein, dans le plissement du genou, l'effort qui se traduit par le pourpoint qui s'écarte, vous voyez, les boutons vont sauter. Hein. Le traitement de la barbe hein, et de la chevelure aussi hein, mérite d'être reconnu ici. Art populaire, Saint-Nicolas. Vous connaissez tous Saint-Nicolas. Hein. Enfin, peut-être pas, parce que c'est un saint qui a beaucoup de spécialités. Hein. Il a été rétrogradé finalement pour être le patron des enfants, mais en fait, il est le patron des jeunes gens en âge de se marier, il est le patron des marins, il est le patron des prisonniers, il est le patron des chevaliers. Alors, vous avez deux statues. Une des caractéristiques de cette exposition, c'est de montrer surtout des statues qui proviennent des églises. Ça, c'est vrai à 95%, puisque là, nous sommes devant deux Saint-Nicolas qui nous ont été prêtés par des musées meusiens. Pour le Saint-Nicolas de gauche, le musée de la Princerie de Verdun, et pour l'autre, le musée d'art sacré de Saint-Miel. Alors ici, on reconnaît tout à fait Saint-Nicolas avec ses attributs habituels, ses habits d'évêque, hein, puisque n'oublions pas, Saint-Nicolas a été évêque. Celui de la Princerie a perdu sa crosse, et à ses pieds, les trois petits-enfants dans le baquet, en référence à la légende de Saint-Nicolas. Qui ne connaît pas cette légende de la résurrection de ces trois petits-enfants et qui a donné naissance à ces festivités du 6 décembre où le truchement du saint défile dans les rues des villes de Lorraine? Cela s'explique par le grand renom du saint dans le duché de Bar et de Lorraine, à la suite du vœu qu'avait fait René II, le petit-fils de René d'Anjou, de dédier le duché s'il vainquait Charles le Téméraire. Ce qui a eu lieu en 1477 à la bataille de Nancy, et aussitôt donc le saint est propulsé finalement au rang de star, si je puis m'exprimer ainsi, de la Lorraine. En tant qu'évêque, il a participé au concile de Nicée, qui a défini, un peu grâce à lui, le dogme de la chrétienté, à savoir le credo. Les statues de Saint-Roch sont nombreuses dans la région, et cela s'explique par le culte dédié à ce saint. Le Saint-Roch ici est conservé au trésor de la cathédrale de Verdun, et ce Saint-Roch provient de Dampierre. L'idée de l'exposition, c'était quand même de pouvoir créer des liens ou bien d'évoquer ces deux terres de production, la Champagne et la Lorraine, voire le Barrois, si on pouvait réduire encore un petit peu le champ, et de pouvoir essayer de déterminer des ressemblances ou bien des dissemblances ou bien des influences communes. Donc là, on voit qu'on a deux œuvres contemporaines du XVIIIe siècle, mais qui sont traitées de façon un petit peu différente, au-delà du traitement des attributs, hein, puisque, on le sait, les attributs restent les mêmes. Donc dans l'œuvre de Verdun, on voit qu'on a une œuvre qui est, elle est un petit peu figée, hein, accentuée par le fait que le bras gauche se lève comme ça, mais on n'a plus le bâton de pèlerin, donc ça fige d'autant plus. Alors que dans l'œuvre de Dampierre, qui paraît plus populaire parce que on voit les proportions un petit peu aléatoires, encore une fois, mais d'un autre côté, elle est beaucoup plus dynamique, pleine de mouvements, presque dansante, qui donne beaucoup de sentiments finalement à l'œuvre. La peste était finalement un ensemble de maladies qu'on ne pouvait pas identifier et qui ont, à de nombreuses époques, affecté la population. La médecine n'étant d'aucun secours, les saints étant les intercesseurs, Saint-Roch a connu donc un culte à succès. La preuve en est, c'est qu'il montre une plaie qui a été guérie par l'intervention divine, bien sûr, c'est pour ça que l'ange est là, et puis par l'intervention de son chien. Saint-Roch est un errant, il a les coquilles Saint-Jacques et se rend à Rome. Et au cours de ce pèlerinage, il est atteint justement de la peste, et le chien, en lui apportant un morceau de pain, mais en léchant sa plaie, le guérit.
Ce saint a connu un tel succès que le duc René II de Lorraine a dédié les duchés à Saint-Roch, originaire de Montpellier, donc n'étant pas de la région, et en même temps à un autre saint antipesteux, si je peux dire le concurrent, c'est Saint-Sébastien. Voici la statue de Saint-Sébastien. Le saint serait né vers le IIIe siècle, se serait engagé dans une légion romaine et aurait subi le martyre des flèches parce qu'il ne voulait pas renier sa foi catholique. Mais dans le contexte du IIIe siècle, le saint a été finalement le protecteur des chrétiens martyrisés, parce que plus tard, il devient le patron des archers. Et un peu plus tard encore, en Lorraine, il devient le saint patron guérisseur de ceux qui étaient atteints de maladies incurables. En témoignent les flèches qui ont disparu, mais qui ont laissé des traces, dont son corps est parsemé. Cette œuvre est l'exemple même de ces œuvres perdues, puisqu'elle était à l'extérieur, méconnue. Je l'ai sortie, je l'ai fait classer, je l'ai fait restaurer, la municipalité l'a restaurée. Donc c'est un magnifique morceau d'orme qui était probablement polychrome. Il est encore d'inspiration médiévale, mais on sent le souffle de la Renaissance qui fait frémir la croupe du cheval, se retrousser la tunique du chevalier. Et il ne faut pas oublier la princesse, là-haut sur sa montagne, malheureusement décapitée, qui montre l'inspiration des gravures flamandes, puisque c'est très probablement, ou germanique, c'est très probablement une gravure de Schongauer qui a servi d'inspiration à cette sculpture. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une œuvre de transition, savoir que nous sommes dans la figuration médiévale du chevalier Saint-Georges qui terrasse le dragon, cette bête terrifiante qui prenait un tribut des jeunes garçons puis des jeunes filles de la ville de Trébizonde en Turquie aujourd'hui. Et donc l'artiste a su rendre l'expression d'un chevalier qui terrasse une bête monstrueuse, mais il la terrasse sans expression de haine. Vous voyez ce visage parfaitement maître de lui-même, cette expression extrêmement forte de la tension des jambes, du frémissement du vent qui relève la tunique du Saint-Georges, et puis cette maîtrise du visage. Il y a une contradiction, la violence n'est pas dans le visage, mais elle est dans le mouvement. Le bois rend plus la passion que la pierre. Les risques sont beaucoup plus importants. Le matériau est lui-même beaucoup plus fragile. Il faut tailler le bois très tôt, très frais. Et donc l'expression que porte la sculpture sur bois est beaucoup plus fine, beaucoup plus délicate. Il y a beaucoup plus d'inspiration au bout du ciseau du sculpteur sur bois qu'au bout du ciseau du sculpteur sur pierre. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut absolument poursuivre, c'est les études dendrochronologiques. Savoir comment dater très précisément ces œuvres en bois. On peut le faire pour le bois, c'est pas possible pour la pierre. Donc multiplier, c'est un peu onéreux. Il faut compter 1 millier d'euros pour faire ces photos macro-photographiques des cernes du bois. C'est tout à fait possible pour le chêne, c'est moins possible pour le noyer, mais tout ceci est maintenant sur ordinateur, donc on peut à l'année près, au mois près, savoir à quelle date a été coupé
un bois dont on a fait un saint. Nos imagiers se servaient de tous les bois dont ils avaient la disposition. Alors ça peut être de l'orme, comme c'est le cas pour le Saint-Georges, où le Christ de Donon est en orme et ses bras étaient en chêne. Ça peut être du noyer, qui est en effet un excellent bois, qui est bien solide et qui résiste au temps. Les artistes lorrains et allemands, alsaciens, ont beaucoup pratiqué le tilleul. Donc l'idée de présenter ces œuvres en bois, c'est généralement du chêne, la forêt du Der, le Der en celte c'est le chêne, donc ces églises et ces granges, les grands poteaux sont généralement un seul fût de chêne. Donc de faire le lien entre les saints protecteurs de ces villages et le mode d'architecture de maisons et des églises, voilà où se trouve vraiment le lien entre l'idée, ce bois dont on fait des saints, dans ce territoire de la Champagne humide. Tous les saints que nous montrons et toutes les sculptures de saints d'une manière générale sont reconnaissables grâce aux attributs qui sont représentés sur ces sculptures. Il faut avoir à l'esprit qu'à l'époque de leur création, la population ne connaissait l'histoire de ces saints que quand elle l'entendait à la messe. Et donc il fallait que les saints soient immédiatement reconnaissables au premier regard et pour pouvoir faire le lien entre ce qu'on entendait et ce qu'on voyait lors de la liturgie. Donc l'idée, c'était de donner aux sculpteurs finalement des points d'accroche, des éléments de représentation qui seraient totalement compréhensibles par les fidèles. Donc c'est pour ça qu'on retrouve toujours les mêmes attributs, on utilise toujours les mêmes attributs pour représenter les saints. Saint Jean-Baptiste, c'est un saint populaire. C'est un saint populaire. Je n'en veux pour preuve que cette tradition qui se perpétue des feux de la Saint-Jean au mois de juin, tradition d'ailleurs teintée de paganisme, on ne le voit pas sur la statue. Et si de nos jours nous regardons ces statues comme des œuvres d'art, à l'époque c'était des objets de dévotion. C'était des objets de dévotion car le saint est d'abord un intercesseur, c'est un protecteur. Saint Jean-Baptiste, il a de multiples fonctions, il protège les récoltes, il est le patron des musiciens, il est celui qui favorise la grossesse des femmes enceintes. Donc beaucoup de qualités qui permettent aux chrétiens finalement de s'identifier plus que cette analyse que l'on peut faire du saint avec l'agneau mystique, hein, et donc le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'art populaire a repris finalement la vie du saint et l'a adaptée aux conditions de vie paysanne qui étaient dures à l'époque. L'idée de l'exposition, c'est aussi de montrer, de confronter les œuvres d'art populaire et des œuvres qui ont été réalisées par des artistes un petit peu plus reconnus. Donc là, encore une fois, avec les 3 Saint Jean-Baptiste que nous montrons, on en a un bel exemple, puisque cet exemple ici de Radonvilliers dans l'Aube est clairement une production d'art populaire. On le voit avec ce côté assez frustre, assez disproportionné même, hein, dans la représentation des mains, le visage un peu plat, et quand on se met de côté, on s'aperçoit aussi que la figure est très plate, donc on sent une certaine maladresse dans le rendu de la sculpture. Donc on a ce type d'œuvre, et puis à côté on a une œuvre qui est attribuée à Jean Cros, qui était sculpteur à la cour de René II, là où on voit vraiment un art tout à fait maîtrisé. La sculpture représentant Saint Jean-Baptiste, conservée à Sommieu, représente vraiment tout l'art de Jean Cros pour les personnages masculins.
Vous avez surtout le traitement du visage avec des yeux en amande finement détaillés, un nez fin aux narines larges et une bouche épaisse, serrée, aux lèvres charnues. Ce qui est vraiment caractéristique de l'art de Jean Cros, c'est le traitement des boucles de cheveux et de la barbe. Vous avez un dessin vraiment bien précis, bien fin de ces boucles en forme de petits U ou de petits V, caractéristique et reconnaissable à travers toutes ces sculptures. Alors nous connaissons Jean Cros, non pas parce qu'il a signé ses œuvres, mais il est nommé dans les archives départementales des ducs de Bar, la comptabilité ducale en fait. Et nous retrouvons donc ce nom en 1487, où il demeure dans la ville de Bar-le-Duc, et il est le sculpteur officiel du duc de Bar, René II. Ces œuvres sont connues car sur la Lorraine, et en particulier à Bar-le-Duc, un groupe d'œuvres similaires aux aspects stylistiques semblables permet d'attribuer ces œuvres à Jean Cros et à son atelier, car il possédait un atelier dans la ville de Bar-le-Duc. Il a été également connu pour avoir réalisé des restaurations en marbre sur les tombeaux des comtes de Bar qui étaient conservés dans la collégiale Saint-Max. Il est donc connu pour avoir réalisé des œuvres majeures, entre autres la sépulture de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, qui est mort lors de la bataille de Nancy en 1477, et a réalisé donc des œuvres à la fois en marbre, en pierre et en bois. Vous connaissez Sainte-Barbe, les pompiers de la Meuse nous l'ont réclamé à travers l'évêque l'année dernière pour une messe solennelle à la cathédrale de Verdun. C'est dire, vous voyez que parfois... Outre les attributs classiques de cette sainte, la tour, la couronne, également le livre, qui représente donc la Sainte Barbe, vous avez toutes les caractéristiques stylistiques de l'œuvre de Jean Cros pour le traitement des personnages féminins. La couronne d'abord, avec un détail de fond quadrillé et de pierreries, que l'on retrouve généralement sur les galons des manteaux des autres saints. Vous avez le traitement de la chevelure, finement et longue, finement ondulée, revenant sur 3 petites mèches devant, sur les épaules de la sainte. Le visage, toujours finement travaillé, avec des paupières fines, en amande, un nez fin, une bouche fermée, serrée, trapue. Et après, ça va être surtout le traitement du drapé. Vous avez le pli en méplat, ici, puis le manteau très lourd qui revient sur le côté de la Vierge, permettant de voir l'intérieur du manteau et traité précisément, finement, avec ce détail, ce petit détail qui marque l'intérieur qui est fourré. Vous avez ensuite les plis en V qui permettent de dynamiser la sculpture. Quittons l'Assemblée des saints. in pace, mutant se me nomen.
Alors nous voici dans la salle consacrée à la Vierge, à l'image de Marie à travers les siècles. Nous avons choisi pour cette salle une approche thématique avec les différentes iconographies de Marie et qui correspondent finalement à ces âges de la vie. Le thème le plus fréquent dans nos églises, c'est bien sûr la Vierge à l'enfant. Nous en montrons ici des exemples assez anciens avec le type de la Vierge assise, également appelée Vierge de Majesté. La sculpture la plus ancienne de l'exposition, c'est cette Vierge à l'enfant de Montmorency-Beaufort, dans l'Aube. Elle date du XIIe siècle. Alors on voit ici une iconographie qui va se perdre au fil des âges. C'est la Vierge qui est représentée assise de façon frontale et qui présente Jésus sur ses genoux, lui aussi de façon très frontale. Cette iconographie dérive des Vierges romanes, plus particulièrement des Vierges auvergnates. C'est un type de représentation qui ne permet pas du tout l'interaction, bien sûr, entre la Vierge et l'enfant. Il n'y a pas du tout de sentiment qui s'échappe de ces statues, mais c'est un type de représentation qui a beaucoup plu et qui, de l'Auvergne, s'est développé dans toute la France. Le culte marial est un culte très ancien. Il a été défini par le concile d'Éphèse, où l'aspect divin et l'aspect humain de Marie a été défini par ces deux mots grecs, Théotokos, mère de Dieu, Christotokos, mère du Christ. La cathédrale de Verdun est une des plus anciennes cathédrales dédiées à la Vierge. Et le culte marial bénéficie également de l'influence de Saint Bernard en Champagne et en Lorraine. Parce que dans cette représentation, il y a une volonté de mettre en avant d'abord la personne du Christ. Les plis du vêtement, que l'on distingue à peine, donc, montrent ce côté hiératique et où le Christ prend la place principale. Il n'est pas représenté comme un enfant, mais pratiquement comme un adulte. On peut voir en tout cas dans ces exemples l'importance que prend la peinture, même si ces repeints de la Vierge de Bouchon sont un peu outranciers, ils dénotent en tous les cas, ils révèlent en tout cas, que le culte de cette Vierge est toujours vivant à travers un pèlerinage annuel. Alors cette petite Vierge provient de Musset, elle est datée du XVe siècle et elle est intéressante à divers points de vue. En effet, quand on regarde derrière, on s'aperçoit qu'il y a un méplat. Cela peut nous faire penser qu'elle faisait partie à l'origine d'un retable et donc qu'elle était une partie constitutive simplement d'une scène plus grande. Alors, quelle était cette scène ? La position de la Vierge peut nous faire penser à deux iconographies. L'une, c'est l'Annonciation, mais plus vraisemblablement, c'est la Nativité. Donc ce serait une Vierge qui était dans une crèche. On la voit agenouillée, les mains jointes, en prière, le regard vers le bas, comme s'il y avait un petit Jésus au sol. D'autre part, on voit que le traitement du drapé est vraiment très bien rendu, et ce qui est surtout très beau, c'est la façon dont les plis ici se cassent sur le sol, ce qui fait une œuvre tout en délicatesse, tout en simplicité en même temps, et qui donne beaucoup de sensibilité à la sculpture. Au XIVe siècle se développe un nouveau thème iconographique dans le cadre du culte marial, c'est celui des Vierges calvaires. Il se développe en parallèle du thème de la Passion pour le Christ. Ici, nous avons une Vierge de ce type, donc une Vierge de calvaire, qui accompagnait une crucifixion et un Saint Jean, aujourd'hui malheureusement perdu. Cet exemple, qui est daté vers 1480,
a été trouvé à Joinville, mais on dénote une influence certaine de l'art flamand dans le traitement du drapé notamment, dans le visage aussi, et le voile qui retombe sur le visage de Marie, accentuant de manière inconsciente finalement son chagrin. On voit ici le traitement très beau du mouvement qui est un peu contradictoire. Vous voyez le visage vers la gauche et les mains vers la droite qui crée un mouvement à la fois doux mais bien réel et qui donne un peu de dynamisme à l'œuvre. L'histoire de l'art doit beaucoup aux érudits du 19e et du début du 20e siècle qui ont sauvé un certain nombre d'œuvres d'art. C'est le cas avec cette Vierge de Calvaire, sauvée par Émile Humblot, originaire de Joinville, conservateur des musées des Beaux-Arts de Dijon, archéologue à ses heures et même peintre, puisque ses œuvres sont conservées au musée d'Orsay. Et il a découvert cette statue abandonnée près d'une église à Joinville. C'est une des raisons pour laquelle la polychromie n'existe plus, sauf sur le visage, parce que la statue était, selon la tradition familiale, recouverte d'un tissu. Et donc on peut apercevoir les carnations et les larmes qui coulent des yeux de la Vierge. En 1505, le duc René II fait appel à son sculpteur Mansuy-Gauvin pour la réalisation d'une statue qui servira de prototype à la diffusion d'un culte, celui de Notre-Dame de Bonsecours. Cette statue de Mansuy-Gauvin se trouve toujours dans l'église du même nom, à Nancy, et nous en avons ici une des multiples reproductions. Il s'agit de représenter la Vierge dans une attitude protectrice, et on le voit par ce manteau qui recouvre les personnages qu'on a longtemps identifiés comme étant les deux ordres de la société, le clergé et la noblesse. En fait, il faut voir dans cette représentation de la société non pas les deux ordres, clergé et noblesse, mais clercs et laïcs. Les clercs étant reconnaissables par ces personnages dont le premier est Mitré, et les laïcs, bien sûr, à travers le personnage du duc René II, qui s'est fait représenter agenouillé et couronné. Je fais une rotation. La petite rotation, on va mettre là, le socle, il bouge quand même. on est à ras du socle. Est-ce qu'on continue un peu? Voilà. De dessous, j'espère qu'il tient bien, on n'a pas trop regardé. Non, mais on est à fond là. Oui, on est à fond du socle, par contre on n'est pas dans l'angle souhaité. Il faut qu'elle pivote, je pense plus d'après. Non, c'est ça. Voilà, bravo, elle est bien placée. Merci. Bon, une bonne chose de faite. Elle est revenue. Il fait son poids quand même.
Eh bien, c'était une statue d'église jusqu'à l'exposition. Après, on a pris conscience de l'importance. Enfin, déjà avant, on avait déjà subi une restauration il y a une quinzaine d'années. On est venu la chercher pour la restaurer puisqu'elle faisait partie des œuvres de Ligia Richier. Donc elle avait déjà fait l'objet d'une restauration. Donc on se demande si elle ne serait pas mieux dans un musée plus protégé qu'ici. Et donc là, ça fait polémique entre les partisans de garder le patrimoine et ceux qui veulent la protéger ailleurs. Alors la particularité effectivement du musée d'art sacré de Saint-Mihiel, c'est de conserver des pièces qui proviennent des églises des communes du département. Alors on a ici une vierge assise sur un trône qui porte sur ses genoux l'enfant Jésus. Il devait effectivement, parce que sa main droite maintenant a disparu, il devait sans doute bénir de la main droite. Voilà, donc on a en fait une statuette de petite dimension qui fait une vingtaine de centimètres de haut, qui s'apparente du coup aux Vierges en majesté de l'époque romane du XIIIe siècle. Elle provient du coup de la commune, d'un petit village du Nord-Meusien, Iré-les-Prés, donc à côté de Montmédy. C'était un objet de pèlerinage. Du coup, la statuette était invoquée lors des épidémies et elle faisait l'objet d'un pèlerinage le 15 août, le jour de l'Assomption de la Vierge. Alors, il est très difficile de lui donner une valeur esthétique, puisque c'est une statuette qui a fait l'objet de beaucoup d'interventions de restauration au cours des derniers siècles, notamment au cours du XIXe siècle. Et effectivement, il est très difficile d'avoir sa polychromie d'origine et effectivement d'estimer la valeur esthétique de la pièce. Mais effectivement, c'est une pièce extrêmement intéressante parce que c'est une des statuettes les plus anciennes du diocèse de Verdun. Nous sommes ici devant un calvaire qui provient de Moëlin dans la Marne. Il s'agit en réalité de ce qu'on appelle une poutre de gloire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une poutre de gloire? C'est des choses qui ont disparu aujourd'hui dans nos églises. Il s'agissait en fait du calvaire qui était exposé en hauteur au niveau d'une poutre entre le chœur et la nef de l'église. Ici nous avons donc Jésus crucifié, entouré de Marie à sa droite et Saint Jean à gauche. Nous pouvons remarquer sur Marie que le sculpteur a repris un mouvement que nous avons déjà observé dans d'autres Vierges de Calvaire dans l'exposition, ce mouvement contradictoire avec la tête vers la gauche et les mains vers la droite qui crée une belle dynamique dans la sculpture. De l'autre côté, Saint Jean, lui, a un geste beaucoup plus théâtral qui peut dénoter le désespoir ou même l'effroi face au drame qui vient de se dérouler. Les poutres de gloire sont assez rares parce que, après le Concile de Trente, elles ne correspondaient plus à l'aménagement liturgique, avec la prédominance de l'autel à tabernacle. Et voilà pourquoi elles ont souvent été reléguées. Parfois, le Christ a été accroché dans la nef. Il est assez rare de voir un Christ qui a conservé le bois de la croix de la même époque. C'est le cas ici. Ce bois dont les extrémités sont fleur-de-lysée, il ne faut pas y voir d'intention royaliste, mais le lys est le symbole de la pureté. La tradition veut que le Golgotha soit représenté par ses rochers et ses crânes, puisque en hébreu, Golgotha veut dire lieu du crâne.
Cet ensemble homogène est attribué par Patrick Corbet et son équipe à l'école du Perthois, selon des indices qu'il a déterminés, à savoir les mèches longues du Christ, son attitude apaisée, la lourde couronne d'épines sur sa tête, et puis un sternum finalement assez vertical, qui est la caractéristique d'une cinquantaine d'œuvres qu'il a pu étudier dans cette zone, donc comprise dans le nord du département de la Haute-Marne. Nous sommes une zone frontière. Bar-le-Duc n'était pas en France au XVIe siècle. La Lorraine n'a été française que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que nous sommes une région de grand passage. L'effondrement de l'empire des grands-ducs de Bourgogne en 1477 à Nancy a probablement provoqué un chamboulement considérable et un déplacement d'artistes. L'art flamand a dominé la Lorraine, a dominé la Champagne, a dominé la Bourgogne, l'art germanique a dominé la vallée du Rhin, et donc l'explosion du grand empire, du grand duché de Bourgogne a probablement amené un remuement considérable, et beaucoup d'artistes flamands sont venus travailler en Champagne, en Lorraine, en adaptant Jean Cros par exemple, que l'on redécouvre dans certaines œuvres de Lorraine, et probablement un artiste flamand qui a fait évoluer son style pour s'adapter à la demande du public lorrain. Même chose de l'atelier du Perthois, ce sont très certainement des artistes flamands qui se sont adaptés aux besoins de la Champagne ou de la Champagne du Nord. Le Perthois étant une région géographique longeant le nord du département de la Haute-Marne, le sud du département de la Meuse, le long du fleuve de Marne, avec plusieurs centres, Saint-Dizier, Joinville, Vitry-en-Perthois, et donc des artistes qui auraient évolué indépendamment des grandes écoles troyennes ou bien de celles de Ligier-Richier, voire celles de Jean Cros. Cet ensemble est daté du XVIe siècle et dans l'église d'Ancerville, il est montré sur les piliers de la nef et sur les murs de la nef, le Christ étant montré sur la tribune d'orgue. Cet ensemble montre les 12 apôtres rassemblés autour de Jésus. Allez, enseigner toutes les nations, ce sont les paroles de Jésus transcrites par l'évangéliste Saint Luc. Et il ajoute que les apôtres ne doivent se munir de rien, d'aucune bourse et d'aller pieds nus. Et c'est ce que l'on constate sur les statues d'Ancerville. Tous les apôtres sont pieds nus et ils sont munis du livre des évangiles. On n'enseigne pas sans les Écritures. Mais ces apôtres se distinguent par leurs attributs. Ces attributs ont été fixés par la tradition, pas toujours par l'histoire, même si l'on est sûr du martyre de Saint-Pierre, représenté ici avec une croix inversée. Par humilité, il refuse la crucifixion qu'a subie Jésus. Voilà pourquoi sa croix est à l'envers. Saint Paul, avec son épée, puisqu'il a été décapité. Quant aux autres apôtres, c'est la tradition et surtout ce texte du XIIIe siècle de Jacques de Voragine, la légende dorée, qui a fixé donc leurs attributs. Prenons l'exemple de Saint Jacques le Majeur, très connu puisque c'est le pèlerin
de Compostelle, qui reprendra la panetière et puis les coquilles Saint-Jacques. Je fais remarquer que Saint-Pierre n'est pas muni de ces clés. Prenons l'exemple de Saint-André, qui lui subit la crucifixion sur une croix en X, ou bien l'apôtre Saint-Jean, c'est le seul apôtre à l'allure juvénile de cet ensemble, qui présente un calice duquel s'échappe un dragon. C'est une référence au texte de l'Apocalypse. Toutes ces statues ont des points communs. La chevelure en casque, avec des boucles retombantes, mais qui ne sont pas les boucles contrariées que l'on a pu voir dans les statues de Jean Cros. Une analyse dendrochronologique réalisée en Allemagne en 2006 a pu faire découvrir la date d'environ 1515-1516 pour dater ces statues. Elle correspond d'ailleurs à la date de dédicace de cette église dans Serville en 1527. Cet ensemble est exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'il était conservé dans son intégrité. Et cela est dû certainement au fait qu'il a été remarqué très tôt par l'administration des monuments historiques qui lui a décerné ce label classé monument historique. C'était en 1899. Depuis cette date, cet ensemble fait l'objet de soins. Ces soins sont le fait de l'administration qui délègue ses pouvoirs aux conservateurs des antiquités et objets d'art. Notre tâche consiste d'abord à repérer les éléments intéressants du patrimoine meusien. Nous en avons plus de 2500. Ce label protège l'œuvre et empêche des restaurations abusives, comme c'est le cas malheureusement ici de ce Christ dont vous pouvez voir qu'il a perdu sa polychromie, même s'il en reste quelques fragments. Il fut un temps où le décapage était à la mode, et ce décapage a fait perdre une partie de la vie de ce Christ bénissant, supportant le poids du monde qu'il retient dans sa main gauche et auquel il apporte le salut. Le conservateur des antiquités objets d'art conseille et indique ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et c'est le cas de cette statue qui a été outrageusement vernie. Elle a un aspect plus propre, mais ce vernis, il est très difficile à retirer. Il nécessite des fonds très très importants. Et en même temps, évidemment, il dénature l'œuvre parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir sous cet aspect-là. Alors ce Saint-Sébastien peut paraître un petit peu étrange par sa polychromie en biface, si j'ose dire. Vous avez le côté droit du saint, à notre gauche, donc, qui a été dégagé de ce badigeon blanc, ici, qui avait été apposé à une date inconnue, peut-être au 19e ou au début du 20e siècle. On a voulu donner à cette sculpture en bois un aspect pierre. Donc ça montre aussi comment étaient considérées pendant longtemps les statues en bois,
un matériau jugé moins noble que la pierre. Et donc on a voulu lui redonner un peu de noblesse avec ce badigeon qui est amené à disparaître entièrement, puisque là nous l'avons laissé pour les expositions de Chavanges et de Bar-le-Duc visible de façon pédagogique, mais après l'exposition il sera entièrement restauré et il va perdre ce badigeon blanc qui donnait l'aspect pierre. Quand on a des chefs-d'œuvre, je veux dire entre guillemets, comme celle-ci, on ne peut pas les laisser tomber, quoi. Il faut les entretenir, il faut les soigner, je dirais, puisque vous savez, c'est en bois et il peut y avoir quelques petites bêtes qui les attaquent. Mais l'idée, par exemple, qu'on a eue, on en avait discuté une fois à notre conseil municipal, c'est pourquoi pas les repeindre. Donc, bien sûr, c'est pas nous qui ferons ça, on le fera avec la DRAC, avec tous les gens compétents, mais pourquoi pas les remettre en état, et pourquoi pas les repeindre pour avoir quelque chose de plus beau, quoi. Mais est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas? Ça, c'est les spécialistes qui pourront nous le dire. En tout cas, nous, on n'y touchera pas sans l'assentiment de tous les spécialistes qu'il peut y avoir autour d'œuvres comme celle-ci. Cette exposition a beaucoup touché les visiteurs et nous avons eu des retours vraiment très très positifs, et je crois que c'est la redécouverte de ces trésors cachés qui a beaucoup touché justement les visiteurs, qu'ils soient meusiens, qu'ils soient champenois ou même au-delà. Et c'était une vraie redécouverte de mettre en valeur ces sculptures en bois anciennes, qu'on n'a plus l'habitude de voir, et que l'exposition a permis de vraiment revaloriser, et c'est ce qui a touché vraiment les visiteurs. Je pense que ce qu'il faut, c'est que nous regardions avec empathie ces œuvres que les siècles passés nous ont transmises, en essayant de les comprendre de l'intérieur, et de voir quelle signification, ce qu'elles ont apporté, et donc elles méritent pour cela le respect, sans compter bien sûr ce qu'elles représentent comme patrimoine pour nous tous de l'histoire de nos pratiques artistiques, de nos productions artistiques. C'est sûr qu'il y a là des choses qu'on ne peut pas laisser mourir, qui méritent d'être conservées, même si pour certaines d'entre elles, elles sont arrivées au terme de leur course simplement d'un point de vue matériel.